Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement, prenez votre petite boisson et on est parti pour 3/4 d'heure de blabla livresque. Nous sommes donc mercredi 15 octobre sur la pause déjeuner et je vous fais un petit coucou rapide pour introduire ce carnet de lecture qui va m'accompagner je pense pendant à peu près 2 semaines et j'ai décidé de vous proposer un contenu 100% spooky vibes en prévoyance de Halloween qui arrive à grands pas. Et donc, j'ai décidé pour ça d'attaquer sévèrement ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et de lire globalement des romans fantasy fantastiques. Fantasy fantastique avec une ambiance un peu spooky, avec une ambiance un peu horreur, un peu terrifiante. Donc ça me va très bien. J'ai donc pour ça commencé une lecture papier que je vous présente très rapidement parce que je n'ai lu que 50 pages, donc je n'en suis pas très loin. J'ai commencé à lire Lee Bardugo, le familier, dans cette superbe collection. Donc c'est édité chez Sabran, c'est la version hardback avec le chasse-page que je trouve très beau. Lee Bardugo, je ne connais pas, c'est ma première expérience avec l'autrice et globalement vous allez voir que dans ce carnet de lecture ce ne sont que des premières expériences ou presque avec les autrices. On va être beaucoup sur des autrices américaines hein. Donc, ou anglo-saxonne en tout cas. Lee Bardugo, autrice que je ne connais pas, elle est extrêmement célèbre grâce à sa duologie Six of Crow que je n'ai pas lue. Donc j'ai décidé de tenter ma découverte de l'autrice avec un one-shot et j'ai pris Le Familier qui me tentait beaucoup puisque nous sommes plongés au XVIe siècle à Madrid. XVIe siècle à Madrid, en plein cœur de l'Inquisition espagnole et on est sur des histoires de sorcellerie, de magie, d'incantation. Ça me plaît bien, je vous en dis pas plus pour l'instant parce que j'en suis vraiment pas loin, j'en suis là, hein. J'ai lu 50 pages, donc je vous en reparlerai bien évidemment quand je l'aurai un petit peu plus avancé. Voilà, sur la partie livre audio, où est-ce que j'en suis? Eh bien, je suis toujours dans le même livre audio, un jour je l'avancerai. Il s'agit donc du deuxième tome de la duologie Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. On est donc sur le deuxième tome Rebel Witch. J'ai dépassé la moitié, il me reste à peu près un gros tiers, je pense. Il faut vraiment que j'avance, mais je vous avoue que je suis moins réceptive à ce tome-là. J'ai un petit peu moins envie d'y retourner parce que je trouve tout simplement qu'il y a un petit peu plus de longueur que dans le précédent et le premier tome. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Toujours est-il que je vais le terminer et que je vous donnerai mon avis final quand j'aurai enfin écouté le dernier chapitre, tout simplement. Voilà, sinon, je comptais surtout ouvrir ce carnet de lecture en vous présentant le roman qui vient de rejoindre ma palle. On est donc sur un craquage plus ou moins déraisonné parce que je savais que j'allais l'acheter, c'était obligatoire pour moi, il ne pouvait pas en être autrement. Donc c'est un achat 100% sponsorisé par ma carte bancaire. Il est arrivé hier, je voulais vous faire un petit unboxing, mais franchement maintenant à 19h il fait nuit, donc on avait une lumière extrêmement blafarde, c'était affreux. Ça m'embêtait grandement de commencer le carnet de lecture avec cette lumière. Donc tant pis, je l'ai quand même ouvert, mais je vous le montre aujourd'hui. Il s'agit donc du dernier roman de S.A. Yarmond, Les Brumes de Glenn Hollow, qui vient de paraître chez les éditions Hurlevent. On est donc sur un livre-objet magnifique. Il est paru le 7 octobre précisément, et donc comme vous pouvez le voir, on est sur un roman en version hardback avec une très belle jaquette, puisque maintenant les parutions de Hurlevent auront des jaquettes. Franchement, l'illustration est très très jolie, je trouve, hein. Et quand vous enlevez la jaquette, parce que vous pouvez si vous le souhaitez l'enlever, vous retrouvez bien évidemment tout le travail éditorial que l'on aime tant chez les parutions Hurlevent. Voilà, bon là j'avoue que c'est pas ma préférée, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de, je sais pas, des corbeaux, des corneilles, j'en sais rien, moi les oiseaux, vous le savez, ce n'est pas ma tasse de thé, donc autant vous dire que là, je suis moyennement emballée, mais globalement, je trouve que l'objet livre est superbe.
Il faut bien le souligner. Et autre chose aussi quand même qui est important, c'est que vous retrouvez toujours le dos ou la tranche, je ne sais jamais comment ça s'appelle, du roman. Donc dans une bibliothèque, et bien ça fonctionne quand même si vous voulez que ça matche avec le reste de votre bibliothèque Hurlevent. Et donc sur la jaquette, c'est imprimé de la même façon. Comme ça fait pas bizarre dans la bibliothèque. De mon côté, chez les éditions Hurlevent, j'en ai lu quand même pas mal maintenant des parutions de cette maison. Il me le fallait absolument celui-ci parce que c'est le dernier roman de S.A. Yarmon. Donc S.A. Yarmon, ce n'est autre que Sarah. Et Sarah, c'est la booktubeuse du compte Mrs. Book Yarmond et du compte Instagram Sarah Abel Littérature. Et accessoirement, c'est aussi la directrice de la maison d'édition Hurlevent. C'est sa 3e parution chez Hurlevent. Moi, je l'avais découverte avec Le cœur singulier de Millie Davis, que j'avais bien aimé, mais qui n'avait pas été un coup de cœur, parce qu'il y avait quelques petites longueurs, à mon sens, qu'on aurait pu éviter. Mais globalement, c'était un très beau roman à inspiration Dark Academia. Une grosse brique, hein, mais qui se lit très rapidement, je trouve. Mais je l'ai surtout découverte avec Les Fêlures de Wakefield Manor, que j'ai lu l'année dernière, et ça a été un véritable coup de cœur, ce roman. On est sur un roman un peu d'inspiration gothique qui se passe dans les années 1910 dans un vieux manoir, et le plot twist final, je l'ai encore en tête, c'est pour vous dire. C'est vraiment un roman qui me laissera un souvenir impérissable et qui me marquera pendant longtemps, je pense. J'ai adoré, donc je ne pouvais pas passer à côté de la 3e sortie de l'autrice chez les éditions Hurlevent, qui est donc Les Brumes de Glenn Hollow, en sachant que dans ce roman, on est encore une fois sur une inspiration très gothique. Je vous lis la 4e de couverture. 1851 Highlands, dans le domaine isolé de Glen Hollow House, les sœurs Holloby grandissent sous le regard exigeant de leurs parents. Isobel, l'aînée, belle et ambitieuse, incarne tous les espoirs de la famille. Elspeth, discrète et rêveuse, trouve refuge dans la lande, la peinture et la tendresse silencieuse de son chien. Alors que les Holloby misent tout sur un mariage avantageux pour redonner leur nom, Isobel est promise à Douglas Drummond, héritier d'un puissant clan. Derrière les apparences d'un beau parti, l'union cache des ombres que personne ne veut voir. Bientôt, le vernis des convenances se fissure, les tensions s'enveniment et le poids du passé consume les cœurs jusqu'au jour où l'une des 2 sœurs Holloby disparaît dans les eaux noires du Loch. La présence de la défunte semble alors hanter les vivants comme un souffle revenu des brumes. Autant vous dire que ça me tente énormément et que si je m'écoutais, je mettrais en pause celui-ci pour lire celui-ci. Mais non, il ne faut pas exagérer, j'ai commencé, donc je m'y tiens. Mais franchement, il me tente beaucoup. Je sais pas si vous l'avez déjà lu ou pas parce qu'il vient vraiment de sortir, mais dites-moi en commentaire quels sont les romans de la maison d'édition Hurlevent qui vous ont marqué. Non mais regardez-moi ce spectre de lecture, trop bien. Bon alors faut pas regarder le matelas et tout, c'est tout taché, il n'y a rien qui va ensemble, c'est tout dépareillé. Mais on a installé ça hein, pour que les enfants puissent jouer. Et en vrai, c'est vraiment pour ici. Hello, on se retrouve rapidement, nous sommes lundi 20 octobre, je vous reprends vite fait pour vous parler de mes lectures quand même, parce que ça fait un petit temps que je vous ai pas pris. La semaine dernière a été assez compliquée d'un point de vue perso, je vais pas vous le cacher. On a eu plein de choses à gérer et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps, ou en tout cas j'ai pas pris le temps de venir discuter un peu avec vous. J'ai pas pris le temps de prendre ma caméra, enfin voilà, j'ai un peu déserté les réseaux, j'ai un peu déserté le Discord, tout ça. J'avoue qu'en ce moment c'est hyper dense, donc j'espère que, étant donné que c'est le premier jour des vacances scolaires, enfin le premier lundi des vacances scolaires, j'espère que le fait que les vacances arrivent, ça va permettre de redescendre un peu en pression et de redescendre en charge, en charge mentale, charge de travail et compagnie, même si bien évidemment je n'ai pas de vacances, hein, mais quand même. Toujours est-il que je viens quand même vous parler de ma lecture papier que j'avais débuté quand j'ai ouvert ce vlog. Il s'agit donc de ce roman, Le Familier de Leigh Bardugo. Je vous le disais, j'avais très envie de rentrer un peu dans le vif du sujet de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc Leigh Bardugo, pour moi, c'était un
un très bon premier roman pour me lancer dans la fantaisie sur cet automne. Dans ce roman, on est plongé dans l'Espagne de l'Inquisition où on fait la connaissance de Lucia, une jeune servante issue d'un milieu extrêmement modeste qui cache un don assez mystérieux. Elle pratique une magie assez discrète et elle est enfin cette magie, elle est faite de petits enchantements du quotidien. C'est-à-dire qu'elle fait des petits miracles, qui lui permettent d'alléger un peu ses tâches quotidiennes, comme faire le pain, nettoyer le sol, ce genre de choses. Sauf que lorsque ses talents sont découverts par la maîtresse de maison qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs la maîtresse, Valentina je crois, elle s'appelle Valentina il me semble. Elle se retrouve projetée dans les sphères du pouvoir, au service d'une noblesse déchue qui cherche un peu à retrouver son prestige et son influence. Mais bien évidemment, dans une époque où la foi et la superstition se confondent, le moindre miracle peut être perçu comme une menace, bien sûr. Donc on est sur un roman qui est, je vous l'ai dit, sur fond d'inquisition, on est sur beaucoup de terreur, on est sur une période assez sombre, ça se sent. Et donc, euh, bah, Ludia, elle va tout faire pour s'en sortir, hein, tout simplement. Vous l'avez vu, j'en suis là. J'en suis page 112. 112, j'ai fini tout simplement par abandonner ce roman qui, sur le papier, était prometteur, mais, parce qu'il y a un gros mais, je l'ai trouvé beaucoup trop long. Il est porté par un style d'écriture qui, à mon sens, est beaucoup trop chargé. Lee Bardugo déploie une prose dense, pleine d'adverbes et de descriptions extrêmement minutieuses, à tel point que le récit perd son souffle, vraiment. Et donc l'ambiance qui est volontairement travaillée et très atmosphérique finit par devenir extrêmement étouffante à mon sens. C'est un texte d'une très grande richesse visuelle, mais qui nous donne un ton plutôt pompeux, où la forme va prendre le pas sur le fond. Et franchement, moi, je ne m'y suis pas du tout retrouvée. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu du mal à m'immerger dans cette histoire. Je suis restée totalement hermétique à la narration et ça ne m'a pas du tout happée. Au contraire, franchement, à chaque fois que je devais y retourner, je, je peinais. Hein, je peinais. Si j'arrivais à lire 20 pages par soir, c'est que c'était vraiment le bout du monde. Hein. Donc, bah voilà, j'ai fini par l'abandonner, j'ai pas envie de me forcer à lire quelque chose en ce moment, j'ai envie de prendre du plaisir dans mes lectures, et là, je ne prends aucun plaisir à lire ça. Je ne sais pas si je le reprendrai un jour ou pas. Je pense quand même, en faisant ma propre petite auto-analyse, que je n'étais pas dans la meilleure période pour le lire. Je vous l'ai dit, la semaine dernière, ça a été très chargé d'un point de vue personnel. On a pris des décisions et on a dû se positionner sur des choses, enfin bref, qui nous ont demandé beaucoup de charge mentale. Et du coup, je pense que j'aurais dû partir sur un livre beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus feel good peut-être, enfin quelque chose de, ou alors de plus cosy, mais pas quelque chose d'aussi sombre avec une prose aussi compliquée à lire quoi. C'était vraiment pas le moment et du coup, je pense que j'ai fait une erreur assez stratégique en prenant ce roman. Toujours est-il que je le mets de côté, je suis même pas sûre de le reprendre parce que vraiment je n'ai pas envie là. Là quand je le vois, je veux plus le voir ce roman. C'est dommage, c'était ma première expérience avec Lee Bardugo, expérience plutôt ratée, hein, donc bon, je sais pas si je relirai l'autrice un jour, on verra bien. Je voulais donc partir sur quelque chose de plutôt spooky et plutôt creepy pour cette période d'Halloween. Mais finalement, je suis revenue un peu sur ce que je vous avais dit en tout début de carnet de lecture. J'ai décidé de lire de la fantasy, mais pas forcément trop spooky, creepy, tout ce qu'on veut. Je suis partie sur de la fantasy pure et dure classique. On est donc sur un roman qui traîne un peu dans ma palle depuis un certain temps. J'avoue que j'ai été hyper réticente. En fait, je me laissais traîner ce livre parce que je me disais qu'il avait tellement fait fureur, on en a tellement entendu parler que je freinais un peu des cas de fer. Moi, vous savez, franchement, en règle générale, quand il y a une hype incroyable autour d'un roman, je le lis pas.
Je le lis pas parce que ça m'effraie. Je me dis, il y a tellement un truc de fou autour du roman que j'ai trop peur d'être déçue. C'est typiquement le cas de du secret de la femme de ménage, la femme de ménage ouais tout machin. Tout ce qui est autour de Frida McFadden, tout le monde m'en parle tellement en bien que je fuis le rayon à chaque fois que je vais en librairie. Je me dis non, je ne m'arrête pas sur ces romans parce que j'ai trop peur d'être déçue. En fait, tout le monde en parle tellement en bien que je me dis bah non, mais moi ça va me... C'est trop surcoté, ça va pas me plaire, voilà. Alors que c'est bête, hein, parce que je suis presque sûre que La femme de ménage, c'est tout à fait le genre de roman qui pourrait me plaire, dans lequel je vais être hyper happée, hyper emballée, que je vais dévorer comme ça en une soirée. Mais je sais pas pourquoi, ça me freine vraiment. Et il y a des romans comme ça où je me dis non, 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 n'y va pas, laisse passer la hype, attends, tu les liras plus tard ou tu les liras pas. C'est notamment pour ça que je m'étais un peu ruée en librairie sur le dernier Sophie Jomain, Le vent souffle sur Little Balmoral, parce que je m'étais dit mais mon dieu, mais si j'attends trop longtemps avant de le lire, tout le monde va en parler et ça va être viral et derrière je vais jamais vouloir le lire ce livre. Il va traîner dans ma palle et résultat des courses, je le lirai peut-être jamais. Donc c'est un peu dommage. Donc, donc voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le livre que j'ai décidé de prendre en lecture, mais aïe, je me suis un peu forcée, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et je me suis aussi forcée parce qu'il s'agit d'une saga et que j'avais les 2 premiers tomes dans ma palle. Je me suis dit en fait, il faut se mettre un coup de pied aux fesses parce que ce serait vraiment dommage de ne pas lire cette saga quoi. Maintenant qu'elle est dans ta palle, autant y aller. Donc, le v'là. Je me suis lancée dans Force Wing, aïe, de Rebecca Yarros. Donc, cette saga, je pense que vous la connaissez, on en a tellement, tellement entendu parler. On est donc sur le premier tome d'une saga qui... Alors, il me semble qu'il y a 3 tomes et il doit y avoir un tome compagnon ou quelque chose, un tome 0 ou un tome un peu dans l'univers de la saga, mais qui n'est pas la saga en tant que telle. En tout cas, toujours est-il qu'en français, il me semble qu'il y a que les 3... Enfin, il y a 3 tomes qui sont parus en français. Voilà, Rebecca Yarros, moi je l'ai découvert plutôt cette année, mais plutôt dans son style romance, puisque j'avais lu In the Likely Event, que j'avais adoré. Franchement, ça a été une de mes meilleures lectures de l'année 2025, vraiment. J'ai prévu de lire sur le mois de novembre Cher Ella, de la même autrice, du coup, puisqu'on va le lire en lecture commune sur le Discord, le Sunset History Book Club. Donc, j'ai terriblement hâte de retrouver l'autrice. Mais du coup, je peux vous le dire là, j'ai commencé le roman samedi. J'en suis page 433 et il en fait 600. Voilà, c'est pour vous dire, on n'est pas du tout sur le même rendement de lecture que celui-ci, clairement. Là, vraiment, je suis hyper emballée. J'ai vraiment du mal à m'arrêter. Si je n'avais pas besoin de travailler, croyez-moi que ce serait déjà terminé. Mais bon, il faut quand même travailler. Bon, je sais que vous l'avez vu passer un nombre de fois incalculable sur les réseaux. Malgré tout, je vous fais quand même un rapide résumé de ce que l'on retrouve dans ce premier tome de Force Wing. On découvre Violette Sorengale, qui est une jeune femme, je pense d'environ une vingtaine d'années. Elle est issue du royaume de Navarre, donc c'est un royaume complètement inventé par l'autrice, et elle a été élevée pour devenir scribe. Donc les scribes, ce sont des personnes qui manient les textes, les cartes, les informations. Sauf que le gros problème, c'est que sa mère, la générale Lilith Sorengale, exige qu'elle rentre à l'académie prestigieuse, académie militaire prestigieuse de Basquiat War College, et qu'elle rejoigne le cadran des cavaliers, celui qui entraîne les futurs cavaliers de dragon. Bien évidemment, le chemin est un peu plus périlleux, vous vous en doutez, que celui des scribes. Et donc, à cette académie, les cadets doivent survivre à une série d'épreuves brutales, à des rivaux mortels, à la sélection des dragons, à des attentes familiales et sociétales qui sont énormes, clairement, parce que du coup, l'objectif, c'est de former des dragonniers qui vont défendre tout le royaume de la Navarre.
C'est vraiment assez pressurisant, on va dire, comme poste. Et Violette, qui est physiquement plutôt fragile, avec des douleurs et des limites, se retrouve dans un univers qui ne laisse absolument pas de place à la faiblesse. Donc elle va devoir tout donner, vraiment. Et au fil de son entraînement, enfin de son année d'entraînement, elle est entraînée dans un monde de politique, de trahison, de secrets anciens. Elle va forger des alliances, elle va découvrir la nature des dragons, de leurs cavaliers, mais également la magie qu'ils partagent, parce que du coup un dragonnier se lie avec son dragon, et donc il y a un lien, une connexion très forte qui se fait, et donc il y a des pouvoirs magiques qui se dévoilent au fur et à mesure du lien qui se crée entre le dragon et son dragonnier. Donc l'histoire, elle va mêler survie, découverte de soi, un tantinet de romance, puisqu'on a un petit slow burn qui se crée avec un cavalier un peu plus expérimenté que Violette, mais je n'en dis pas plus. Et franchement, c'est un régal, vraiment. En fait, j'ai presque envie de vous dire qu'on est sur une espèce d'histoire un peu à la Harry Potter, mais version dragon, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un monde inventé de toutes pièces, comme le monde de Poudlard et le monde d'Harry Potter, sauf que derrière, c'est pas des sorciers qui vivent dans notre monde. Enfin, c'est pas un royaume fantastique, c'est vraiment plutôt un royaume fantasy. Là, on est vraiment dans quelque chose inventé de toutes pièces, mais on a vraiment cet aspect académie, avec une école, avec des cours, avec des professeurs. Et là, la grosse différence, c'est que le point principal de l'intrigue, c'est les dragons. C'est les dragons et c'est le fait que les dragonniers sont formés pour défendre le royaume de Navarre. Parce que derrière, on sent bien qu'il y a une espèce de guerre qui se prépare. Alors, on comprend pas très bien encore les tenants et les aboutissants. Au bout de 400 pages, j'ai encore du mal à comprendre qui fait la guerre à qui. Mais je trouve quand même que globalement, on retrouve ce petit côté Harry Potter. Et on a un espèce de style hyper addictif. Mais là, on la retrouve, la plume de Rebecca Yarros, on la retrouve carrément. Et c'est un véritable régal. Franchement, j'adore. Je suis hyper contente d'avoir enfin tenté l'expérience parce que je serais vraiment passée à côté de quelque chose. Là, je n'ai qu'une envie, c'est de m'enfiler les 3 tomes en fait. Et de me dire, ok, je fais pas de pause. Là, je termine celui-là et puis j'enchaîne avec le deuxième et on y va quoi. Je suis pas sûre de faire ça parce que j'ai quand même prévu autre chose dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais vraiment, c'est très très bon, vraiment c'est excellent. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de réserve. Je sais que j'avais lu pas mal de critiques qui disaient que la romance, c'était pas vraiment une romance, que c'était un peu n'importe quoi, mais en fait, moi je m'en fiche parce que je le lis pas pour la romance, je m'en fous de la romance ici. Je veux juste un monde fantasy bien construit avec des dragons, avec des choses hyper addictives, avec un monde dans lequel on a envie de retourner tous les soirs, et c'est juste ça que je cherche en fait. La romance, ça passe complètement au second plan pour moi. Et en plus, je trouve quand même que ça prend quand même un peu de place, la romance, malgré tout. Alors, il se passe peut-être pas grand-chose entre eux, mais quand même, ils sont présents, quoi, hein. Donc non, non, c'est très bien fait et j'aime beaucoup. J'avais un peu peur au début que ça ressemble beaucoup à la saga écrite par Marie Repelin, Affronter la nuit, où c'est pareil, on est dans un monde avec des dragons. Mais en fait, finalement, je m'en suis assez vite détachée. J'espère juste que je ne confondrai pas les deux univers. Mais globalement, c'est très très bon. Le world building qui a été créé, il est impressionnant. On est sur un world building assez fourni, assez dense, très profond, mais en même temps pas trop complexe parce qu'on arrive assez bien à comprendre les tenants, les aboutissants, on arrive à comprendre les alliances qui se forment. C'est vraiment bien pensé. Donc bah, je n'ai qu'une hâte, c'est terminé ce roman. Je vous en reparlerai bien sûr. Je vous en reparlerai, mais je suis pas sûre que mon avis va changer, en toute honnêteté. On est vraiment sur une très très bonne lecture et ça fait un bien fou de se plonger corps et âme dans un univers sans se prendre la tête et de se laisser aller en fait, tout simplement. Là pour le coup, l'immersion elle est totale. L'immersion elle est totale. J'ai presque envie de choper un dragon là et monter sur le dos d'un dragon et voilà. Ça n'arrivera pas, mais voilà. Sur ce, je vous laisse là parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire avant d'aller chercher ma fille et puis je vous reprendrai plus tard. Aïe, l'automne est arrivé chez nous, c'est bon, il fait un temps affreux, il a plu toute la journée. Donc là, mais c'est encore plus frustrant parce que clairement, si je travaillais pas, mais croyez-moi, je prendrais ça là, je me mettrais dans un plaid et je ne bougerais pas de mon canapé. Mais c'est pas possible de faire
là, la vie est dure, croyez-moi, la vie est dure. Bref. Je vous reprends bien sûr plus tard. Côté lecture audio, j'ai pas trop avancé donc je peux pas trop vous en parler. J'avoue qu'en fait, je suis tellement prise dans l'univers de Force Wing que l'univers de Heartless Hunter, je l'ai un peu mis de côté. Surtout que je vous l'avais dit, je trouvais que c'était un petit peu plus long sur ce deuxième tome. Donc là, j'ai un peu tout mis de côté, mais il faut absolument que je le termine parce que ça, c'est un coup à l'abandonner alors qu'il me reste 5 heures d'écoute, c'est un peu dommage. Donc je vais quand même essayer de le terminer assez rapidement pour pouvoir vous donner mon avis. Bon, eh bien, je l'ai terminé. Je l'ai terminé et je l'ai dégommé. Franchement, j'ai passé un moment de lecture extrêmement plaisant. J'ai beaucoup aimé. Je pense même qu'on peut parler de coup de cœur sur ce premier tome. Vraiment, j'ai adoré le monde qu'a créé Rebecca Yarros. On est dans un monde fantasy qui est très riche, très dense, mais pas trop complexe dans le sens où on arrive quand même à comprendre et à imaginer le monde. Il y a un petit côté académie de magie type Poudlard qui me plaît beaucoup parce qu'on est quand même dans l'académie de Basgiath. Et cette académie militaire, elle a, ben voilà, on a des cours, on a des choses, enfin c'est quand même des choses qui sont assez cadrées, qui font un peu penser à Harry Potter effectivement. Mais on est dans un monde complètement différent, on n'est pas du tout dans Harry Potter. On a les dragons qui prennent une place très importante, on a les connexions qui se font entre les cavaliers et les dragons. Mais c'est ça, cette particularité-là, elle est extrêmement bien mise en avant par l'autrice, elle est extrêmement bien expliquée et c'est vraiment ce qui fait le petit plus du roman pour moi. Les dragons sont hyper attachants, la relation que Violette Sorrengail, qui est la personnage principale, elle peut avoir avec son dragon, elle est incroyable cette relation. Ils sont à la fois très drôles tous les deux, très touchants, enfin c'est très très bien, très très bon, c'est extrêmement bien pensé. Alors effectivement, après ce que je vous ai dit hier, il y a quand même de la romance, hein, donc j'ai un peu du mal à comprendre les avis qui disent qu'il n'y a pas énormément de romance. Bah si, quand même, hein. Il y a de la romance, il y a deux scènes qui sont assez spicy, hein, donc si vous n'êtes pas trop fan du spicy, bah, ce serait quand même dommage de passer à côté de Force Wing, donc je vous conseille quand même de le lire, mais si vous aimez pas trop les scènes spicy, bah passez-les. Il y en a que 2, par contre, c'est vrai qu'elles durent au moins 5 ou 6 pages, donc on est sur des choses assez costauds en termes d'explications et en termes de détails, mais quand même, ça vaut vraiment le détour. Alors oui, il y a de la romance, mais c'est ce qu'on apprécie. Moi, ce que j'ai aimé en fait avec ce roman, c'est que ça m'a fait vibrer. C'est un livre qui m'a fait vibrer dans le sens où j'ai ressenti les émotions plus. J'ai été extrêmement touchée par le personnage de Violette que j'ai trouvé hyper attachant. Elle n'est pas nunuche en fait. C'est un peu le problème parfois avec les héroïnes de romans type fantasy comme ça. Parfois je les trouve un peu nunuches. Là c'est pas le cas. Elle n'est pas nunuche du tout. On sent que c'est un personnage qui est un peu fragile physiquement, mais psychologiquement elle envoie du lourd. C'est-à-dire qu'elle elle est hyper courageuse. C'est quelqu'un qui recule devant rien. On sent qu'elle est déterminée, elle a envie d'aider, elle a le cœur sur la main. Et franchement, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Elle forme un duo hyper attachant avec Xaden Riorson, qui est son chef d'aile, donc du coup qui est son équipier un peu plus gradé, hein, enfin c'est même son chef de bataillon si vous voulez. Et les personnages sont hyper attachants globalement. On a des personnages secondaires qui sont très mignon, très sympathique. Liam Mary, qui est un peu un de ses très bons copains qu'elle rencontre là-bas à l'académie. Oh, il est hyper attachant, hyper touchant. Et en fait, on passe par un panel d'émotions. On passe aussi bien du rire aux larmes en quelques chapitres. J'ai versé ma petite larme franchement à la fin du roman parce qu'il y a quelques scènes qui m'ont vraiment fait pleurer, qui m'ont rendue triste, mais à côté de ça il y a certaines scènes qui m'ont fait rire, il y a certaines scènes qui m'ont énervée, il y a eu des scènes où vraiment j'étais énervée parce que j'avais l'impression d'être à la place de Violette et de ressentir les choses quoi. Et ça je trouve que c'est pas évident pour un auteur de nous faire ressentir ce genre de choses quand on est lecteur. Et là, Rebecca Yarros, elle le fait, mais à la perfection. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je me retiens de ne pas me jeter sur le second tome, surtout que
On nous laisse sur un espèce de cliffhanger de malade, le plot twist final. Alors là, celui-là, je l'avais pas vu venir, vraiment, et je trouve que c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Alors, on est quand même sur quelque chose d'assez militaire, mais c'est un peu ce qui caractérise Rebecca Yarros, hein, parce que mine de rien, elle écrit aussi beaucoup de romances militaires et tout. Son mari est militaire, bah, ça se ressent dans ses écrits, et on est sur une fantaisie un peu militaire. Donc, il y a du combat, il y a des attaques entre dragons, il y a beaucoup de choses, il y a des attaques. On est dans un pays en guerre, hein. La Navarre, elle est pas, elle est en guerre, clairement. Et ça se sent, mais du coup, ça rajoute de l'action à n'en plus finir. C'est génial. Enfin, vraiment, c'est extrêmement bien fait. Et bah, je ne sais plus quoi vous dire pour vous convaincre de le lire, clairement. C'est top, c'est vraiment top. Et comme je vous disais, bah, moi j'ai qu'une envie, c'est de lire le deuxième tome. Malheureusement, je vais devoir faire une pause parce que c'est pas prévu dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Et je veux pas non plus m'en dégoûter. Donc je suis pas sûre que ce soit une excellente idée là de me faire les 3 à la suite. Je vais essayer de faire quelques petites pauses. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas faire traîner cette saga. Je vais vraiment essayer de me programmer le deuxième tome, peut-être pour début 2026, mais voire peut-être même pour le mois de décembre. En vrai, j'ai bien envie en fait de continuer, de poursuivre. J'aurais trop peur d'oublier certains détails et ça m'embêterait vraiment en fait d'avoir oublié quelques détails importants de ce premier tome. Bref, lisez-le si vous aimez la fantasy ou si vous avez envie de vous lancer dans la fantasy, que vous ne savez pas quoi lire, ben franchement, celui-ci, allez-y quoi. Il est extrêmement bien fait, il est hyper accessible, je trouve, pour les gens qui débutent dans la fantasy. Alors attention, effectivement, il y a le côté romance qui peut déplaire, mais bah, faut le savoir. On est sur de la... Ils le disent, je crois, en romantaisie, voilà. Ils le disent, c'est de la romantaisie pure et dure, bah on est dedans. On est dedans, mais rassurez-vous, il n'y a que 2 scènes très explicites. Il n'y a pas que ça dans le roman, heureusement. Il y a plein d'autres choses. C'est tellement fourni, c'est tellement décrit que je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Sinon, je voulais profiter de cette petite pause pour vous montrer, regardez-moi ce que mes parents m'ont offert. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un marque-page. Il est beau, hein? Il est trop beau, je le trouve hyper original. Il faut savoir que mes parents m'offrent très très souvent des marque-pages. D'ailleurs, celui que j'avais là dans Force Wing, c'était celui-ci. C'est celui qu'ils m'ont ramené de Corfou. Il est en tissu. Ils m'en offrent très souvent parce que je suis la reine pour perdre mes marque-pages. C'est-à-dire que je laisse les marque-pages dans les bouquins et après, bah, ils disparaissent. Et des fois, je les retrouve. Je dis, oh tiens, mais il est là celui-là. Donc, ils m'en offrent hyper régulièrement. Donc, vraiment, ma maman passera peut-être, sûrement par ici. Donc, si tu passes par là, maman, merci beaucoup parce qu'il est très très joli. Je l'aime beaucoup. Et je voulais aussi en profiter pour vous faire un petit unboxing parce que j'ai un petit paquet. J'ai fait une commande dans une boutique. La boutique d'Adelcha. Vous voyez comment c'est trop beau. J'ai fait une commande parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais très peu de petites cartes. Et en fait, à chaque fois, ça m'énerve quand je veux faire un cadeau d'anniversaire, que je veux glisser une petite carte et tout, j'ai pas de carte. Et ça me saoule de ne pas avoir de carte. Parce que du coup, à chaque fois, je finis dans un bureau de tabac où j'achète une vieille carte, pas forcément très jolie. Et ça me plaît pas. Donc bon. Donc là, je me suis dit que j'allais me faire un petit plaisir à moi-même et m'offrir quelques petites créations d'un petit créateur. Et donc, j'ai une petite carte envoyée par Adèle. Merci de soutenir les petits créateurs. Franchement, c'est trop mignon. Et donc, franchement, c'est hyper bien emballé. Non, mais regardez-moi ça. Je vous montre ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris des marque-pages aussi. Je sais plus. Je vais vous montrer tout ça. Je vous mettrai la boutique de Adèle en barre d'infos. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, hop, je vous montre ça là. Voilà. C'est Adelcha. Et donc, ah oui, c'est vrai que j'avais pris des marque-pages. J'ai pris 2 petits marque-pages très automnaux. Ils sont beaux, hein? J'adore. Je suis trop fan. 2 petits marque-pages d'automne. Et j'ai pris des petites cartes. Du coup, j'en ai pris 3. On est sur des cartes très automnales aussi, hein. Ah, j'adore.
C'est pas forcément des cartes d'anniversaire, mais je me dis c'est toujours sympa d'avoir des belles cartes parce que quand on a besoin d'envoyer un petit mot, parfois on a juste envie d'écrire une petite carte à des amis qui ont besoin d'un petit coup de pouce, voilà, qui ont un petit coup de mou et hop, on envoie une petite carte, ça fait toujours plaisir. Et bah du coup, moi j'en ai jamais en fait des cartes. Et donc je me retrouve toujours à acheter des vieilles cartes moches, enfin, ou pas très originales en tout cas. Et bah, au moins là j'ai de quoi faire. Donc j'ai la jolie carte plutôt pumpkin, très orientée citrouille, vous le verrez. Et après j'ai plutôt deux cartes de paysage maison, très automnales aussi, mais franchement elles sont hyper jolies, non? Vous trouvez pas? Moi j'adore, je suis trop fan. J'ai presque envie de me les garder pour me faire de la déco d'automne, mais bon, faut pas exagérer. Donc je vais les conserver et comme ça je pourrais les envoyer. Et donc vous avez à chaque fois les petites enveloppes avec. Je trouve que c'est très très joli. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou si vous avez envie de faire un petit cadeau, marque-page, papeterie et tout, à quelqu'un qui adore la papeterie, eh bien, notez bien la boutique de Adelcha. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc en rester là pour aujourd'hui. Je vais reprendre à travailler et puis je vous dis à plus tard. Je vous reprends vite fait, mais en termes de papeterie, j'ai oublié de vous en reparler, mais n'oubliez pas, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez aussi la boutique de Eve, Poésie Homme, qui est du coup la boutique de Eve que j'aime beaucoup. Et en fait, elle fait des petites créations comme ça aussi, très saisonnières. Oui. Et donc là, j'adore celui-ci. Enfin, franchement, je crois que celui-ci, c'est un de mes préférés. Marque-page automnal. Il était dans le familier que j'ai abandonné. Donc, je récupère le marque-page quand même pour éviter de le perdre. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas parce que Eve, elle fait aussi des très jolies créations. Elle fait aussi des cartes. Si vous avez envie d'envoyer des jolies cartes, elle en fait aussi. Voilà. Hello! Bon, je viens de ranger tout notre jardin parce que nous avons un avis de tempête avec des vents forts et tout sur la région pour cette nuit. Donc bon, je suis assez perplexe parce qu'on est quand même très tôt dans la saison et là qu'on ait des tempêtes aussi tôt dans la saison, c'est quand même assez étrange. Mais bon, on est quand même une région où il y en a de plus en plus, donc voilà. Le dérèglement climatique fait que ça ne va sûrement pas aller en s'arrangeant. Mais toujours est-il que je me suis dit, l'avantage d'avoir une tempête, c'est que je vais pouvoir me faire une petite soirée un peu cocooning avec des bougies, bien emmitouflée sous mon plaid, à lire mon petit livre tranquillement. Et j'ai donc décidé de me prévoir pour ce soir le premier tome de la duologie One Dark Window de Rachel Gillig. Donc c'est One Dark Window, c'est le titre en anglais. En français, c'est j'ai un trou. Une fenêtre sur les ténèbres. Donc c'est la duologie Le Roi Berger. Donc je me suis dit qu'un bon roman de fantasy pour une soirée de tempête, c'était plutôt une bonne idée. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère juste que ça va se passer comme je l'imagine, puisque je suis toute seule avec ma fille cette semaine et que l'endormissement est très très compliqué en ce moment pour ma fille. Et en plus, si on rajoute le cas tempête, bon, j'ai quand même des doutes sur le fait que ma soirée se passe sans accroc. Mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est le plan de ce soir. Je suis allée courir ce midi, donc j'en ai profité pour avancer un peu mon livre audio. Ça commence à s'accélérer un petit peu là dans les événements du livre, donc je trouve que c'est un petit peu plus intéressant que jusqu'à présent. J'espère vraiment pouvoir finir le roman à la fin de la semaine pour pouvoir vous donner mon avis final avant de clore ce carnet de lecture.
je vous retrouve enfin pour clore ce carnet de lecture spécial fantasy, romantasy, parce que vous l'aurez compris, je n'ai lu que ça, ou presque. Je viens clore ce carnet de lecture, mais avant ça, je viens surtout vous donner mon avis final sur deux de mes dernières lectures. Je viens donc vous donner mon avis final sur le deuxième tome, et le deuxième et dernier tome de la saga Heartless Hunter, qui est donc Rebel Witch, saga écrite par Kristen Ciccarelli. Il s'agissait d'une duologie de romantasy. Je vous ai déjà beaucoup parlé du premier tome parce que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, je découvrais le second tome en audio puisque je l'ai écouté sur Audible. Écoutez, retrouver l'univers visuel et envoûtant de l'autrice, la magie de Rune Winters, qui est le personnage principal, et le charisme irrésistible de Gideon Sharp, c'était un véritable bonheur. Voilà, il y a eu quelques petits couacs à mon sens, quelques petites choses qui ont fait que ce deuxième tome ne sera pas aussi bon que le premier, mais quand même, globalement, je ne peux que souligner la qualité indéniable de cette duologie. Si vous cherchez une duologie de romantasy slash fantasy parce que vous découvrez le genre, je trouve que c'est vraiment parfait. Voilà. Donc, dans cette histoire, pour vous en dire un petit peu plus sur l'univers, en fait, dans cette histoire, on se retrouve de nouveau sur l'île de Cascadia, qui est toujours sous le joug de la Nouvelle République. Donc, en fait, il faut savoir que cette île de Cascadia était pendant très longtemps gouvernée par des reines sorcières, la famille Roseblood. Et donc, ces reines sorcières étaient clairement tyranniques. Elles ont été renversées par la Nouvelle République, qui a donc décidé d'éradiquer toutes sortes de sorcelleries possibles et inimaginables. Donc ils ont instauré un véritable régime de terreur où il va y avoir des purges de sorcières. Donc il y a vraiment des plateformes de purge. L'objectif c'est de ne plus avoir aucune trace de sorcière sur l'île de Cascadia. On fait donc la connaissance dans ce régime politique extrêmement instable de deux personnages qui sont nos personnages principaux. On fait la connaissance de Rune Winters et de Gideon Sharp. Donc Rune Winters, c'est une héritière, une riche héritière qui, en apparence, nous paraît un peu écervelée, un peu superficielle. Elle nous paraît être intéressée que par les potins et que par les choses un petit peu sans importance, on va dire. Mais Rune cache bien son jeu puisqu'elle est une sorcière et donc la nuit elle se transforme en Sphinx rouge et le Sphinx rouge c'est une sorcière puissante qui va aider les autres sorcières qui ont été capturées. Et le Sphinx rouge est traqué sans relâche par Gideon Sharp qui est un implacable chasseur de sorcières et voilà, il va y avoir un peu le jeu du chat et de la souris entre Gideon et Rune. Le premier tome se termine un petit peu là-dessus et dans le second tome, on retrouve toujours l'île de Cascadia qui est encore une fois sous le joug de la Nouvelle République, mais on sent que l'univers politique et le régime politique est en train de se renverser et donc on va suivre un petit peu tout ça. Bien évidemment, on suit l'évolution de nos deux personnages principaux qui sont toujours Rune et Gideon pour notre plus grand plaisir. Alors, je l'avoue, les premiers chapitres m'ont un petit peu fait craindre la fameuse malédiction du tome 2, je vous en avais déjà parlé, mais vraiment j'avais peur que l'autrice tire trop sur les ficelles de son intrigue de façon un peu trop prévisible et que ça devienne un peu un tome 2 parce que le tome 1 a bien marché, donc on fait un tome 2. Finalement, j'ai trouvé que ce tome 2 valait clairement le détour et je comprends beaucoup mieux pourquoi il existe parce que vraiment il y a une véritable continuité entre le tome 1 et le tome 2 et ça se comprend complètement. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, Kristen Ciccarelli maîtrise extrêmement bien son univers. Alors, ce qui a un petit peu péché pour moi sur ce second tome, c'est le rythme. Alors vous allez me dire, c'est un peu ta marotte. Bah oui, c'est un peu ma marotte, le rythme. Là, pour le coup, je trouve qu'il est un petit peu inégal. Les deux premiers tiers avancent très lentement. C'est un peu comme dans La Maison au sortilège dont je vous parlais la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus.
Les deux premiers tiers avancent très lentement, mais par contre, le dernier tiers est vraiment explosif et complètement addictif. Il y a moins de rebondissements dans le second tome que dans le premier, mais l'histoire reste quand même d'une très grande qualité. Il y a un peu moins de plot twist, mais bon, ça reste quand même tout à fait addictif et tout à fait agréable comme lecture. Le duo Rune et Gideon fonctionne à merveille. Leur relation, elle est construite sur la tension et sur la méfiance. On est sur un véritable enemies to lovers. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire, c'est un enemies to lovers, mais il est parfaitement dosé. Leur lien est si fort qu'il en éclipse presque tous les autres personnages, et ça, c'est plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Gideon. Et Rune m'a vraiment impressionnée, à la fois par sa force, par sa dévotion, par son courage. Et donc, c'est deux personnages que j'ai trouvés extrêmement intéressants. Rassurez-vous si vous n'aimez pas trop la romance. Alors, il faut savoir qu'il y a de la romance, hein. Clairement, on est sur un Enemies to Lovers. La romance, elle a sa place. Mais l'univers qui est construit par Kristen Ciccarelli est tellement bien fait, tellement particulier, que l'univers fantasy a presque autant sa place que la romance. Voilà. Donc, et l'intrigue est vraiment très intéressante. Donc, il y a vraiment toute une intrigue politique avec beaucoup de secrets, de manigances, de complots, de renversement de pouvoir et compagnie. Et du coup, ça équilibre complètement les choses avec la romance. Tout ça pour vous dire qu'on est sur une conclusion de duologie qui est vraiment satisfaisante, peut-être un petit peu déséquilibrée par rapport au rythme, mais vraiment passionnante du début à la fin. C'est vraiment une série que je vous recommande à 100% si vous aimez bien évidemment la fantasy et si vous avez envie de découvrir le genre. Attention quand même, si vous vous lancez dans cette duologie, sachez qu'elle est quand même très sombre. On est sur une réécriture de l'histoire de la chasse aux sorcières, donc c'est pas quelque chose d'hyper fun comme sujet. Faut le savoir, faut l'avoir en tête avant de commencer à se lancer dans cet univers particulier. L'autre roman dont je voulais vous parler absolument, c'est une nouvelle duologie que je viens de commencer, une nouvelle duologie de fantasy. Bien sûr, j'ai terminé une duologie avec Heartless Hunter, il fallait que je commence une nouvelle duologie de fantasy. C'est donc désormais chose faite puisque j'ai lu cette semaine le premier tome de la saga du Roi Berger de Rachel Killig. Ce premier tome s'appelle One Dark Window, une fenêtre sur les ténèbres en français. Et ça a été un véritable plaisir de lecture. Je n'ai qu'une hâte, c'est de me procurer le deuxième tome parce que la fin du premier est tout simplement magistrale, vraiment. Donc, dans cet univers, on est plongé dans le royaume de Bourde, et le royaume de Bourde a un petit peu une malédiction, puisque c'est un royaume qui est entouré par la brume, et cette brume dévore tout. C'est-à-dire que ceux qui vont respirer cette brume vont contracter ce qu'on appelle la fièvre, et cette maladie, elle est mortelle pour la plupart des habitants, et certains en réchappent, et ceux qui en réchappent développent des dons magiques interdits, pour lesquels, bien évidemment, ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. C'est un monde assez particulier, ce monde de Bourde, puisque il est régi par un jeu de cartes qui s'appelle le jeu de Providence. Et ce jeu contient 12 cartes qui ont été un peu disséminées aux quatre coins du royaume, et chaque famille illustre possède en gros une carte. Sauf qu'avec les années, bien, les cartes, elles ont changé de main, elles ont changé de famille, elles ont été échangées, volées, outre. Donc on ne sait plus trop où elles sont, toutes ces cartes. Et bien évidemment, le roi de Bourde voudrait rassembler toutes les cartes pour avoir les pleins pouvoirs. Et il y a une famille, la famille Diff, qui souhaite rassembler également ces cartes pour mettre fin à la malédiction. Bien évidemment, ce souhait de rassembler les cartes est complètement secret pour la famille Diff, parce qu'ils ne veulent pas entrer en compétition avec le roi, vous l'aurez compris. Parmi tout ça, tous ces petits personnages, on fait la connaissance de Elspeth du Fusain, qui est survivante de la fièvre et qui a développé des pouvoirs interdits. Et son pouvoir interdit à Elspeth, c'est d'absorber la magie des cartes. Et donc, en étant petite fille, lorsqu'elle survit à la fièvre, elle va absorber la carte du cauchemar, qui est une carte assez particulière, puisque dans cette carte, il y a une espèce de monstre qui vivait et donc qui s'est emparé de l'esprit d'Elspeth.
Si bien que maintenant, ils sont 2 dans sa tête. Voilà, elle est un peu schizophrène, la pauvre Elspeth, hein. Et donc cette créature, elle lui rend la tâche de plus en plus difficile parce que bien évidemment Elspeth, elle veut absolument dissimuler le fait qu'elle est survivante de la fièvre et le fait qu'elle existe encore et qu'elle vit encore. Elle ne veut absolument pas que l'ordre des destriers apprenne sa guérison. Donc, du coup, c'est un peu particulier. Sa vie va complètement basculer lorsqu'elle va rencontrer Ravin Diff, qui est le fils aîné de la famille Diff, qui, vous savez, la famille qui veut récupérer toutes les cartes. Et donc, Elspeth va accepter d'aider la famille Diff à rassembler les cartes pour mettre fin à cette fameuse malédiction et puis pour mettre fin potentiellement à ce pouvoir magique qu'elle a développé contre son gré. C'est vraiment très, très, très addictif. Là, pour le coup, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun problème de rythme. Alors je sais que certains ont trouvé que c'était assez lent au début. Moi, pour le coup, je me suis complètement laissée embarquer dans cet univers très, très sombre, très, très dark. C'est extrêmement poisseux, c'est extrêmement sombre, extrêmement malaisant. On est vraiment dans un univers où tout est noir. On a des châteaux en pierre, des vieux châteaux en pierre avec des vieilles grilles en fer forgé. Voilà, enfin vous voyez un peu l'ambiance, quoi. On est sur quelque chose d'assez poisseux. Il y a cette brume là qui rend l'univers encore plus impressionnant et encore plus effrayant. Et donc on est dans un roman de fantasy slash romantasy qui est très focalisé sur un univers gothique. Et moi c'est ça que j'ai aimé parce que vous le savez, moi j'adore les romans d'inspiration gothique. Et là on est vraiment là-dedans, on est sur quelque chose. On a tous les éléments en fait que l'on retrouve habituellement dans les romans d'inspiration gothique. Et ça franchement, euh, j'adore. Donc ça c'est vraiment très bien fait. L'autre gros point fort de ce roman, bien évidemment, c'est le personnage de Elspeth, puisqu'elle est terriblement attachante. Et on voit bien en fait qu'elle essaye de combattre la créature qu'elle a dans la tête, cette fameuse carte du cauchemar qu'elle a absorbée. Et c'est de plus en plus difficile pour elle, vraiment. Et en fait, on s'attache à cette jeune femme, on s'attache à son combat pour retrouver une vie normale, on s'attache à elle, quoi, tout simplement. Elle est très attendrissante. À côté de ça, je la trouve aussi très courageuse parce que franchement, elle est extrêmement isolée, extrêmement seule et elle se méfie un petit peu de tout le monde. Et je trouve que ça se sent très bien et que l'autrice a réussi à bien nous le transmettre. Les autres personnages sont assez intéressants, notamment la famille Diff que l'on rencontre à peu près à un tiers du roman, je pense. Les membres de cette famille sont vraiment très attachants également. Ils peuvent apporter parfois une petite dose d'humour, c'est un humour assez acéré, mais il y a un petit côté humour aussi qui n'est pas pour nous déplaire. Et puis, comme je vous le disais, c'est hyper addictif. En fait, on tourne les pages, on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer. Et la fin, elle est incroyable, vraiment. Si j'avais eu le deuxième tome, je pense que j'aurais enchaîné, mais je n'avais pas le deuxième tome, donc je n'ai pas enchaîné. Et puis, c'est bien aussi de faire un peu durer le suspense, de faire durer un peu la saga. Pas trop longtemps, mais je trouve que c'est toujours bien de garder quelques mois entre les tomes, histoire de bien savourer comme il faut cet univers très, très gothique et très sombre. En tout cas, là encore, si vous cherchez une bonne saga de fantasy slash romantasy, celle-ci, elle peut clairement vous plaire si vous ne la connaissez pas encore. Parce que vraiment, c'est extrêmement bien écrit et c'est parfait pour cette saison, hein. Je peux vous assurer qu'on est à la semaine d'Halloween. Je ne pouvais pas rêver mieux comme lecture. J'ai donc lu 4 romans de fantasy sur cette semaine de carnet de lecture. Je vais mettre de côté le familier parce que vous l'aurez compris, je l'ai abandonné, donc on va le laisser de côté. Mais globalement, les 3 autres, ça a été vraiment des très très belles découvertes. Je suis hyper contente de ma semaine de fantasy, enfin de mes 2 semaines de fantasy. J'ai découvert des univers incroyables avec des plumes sensationnelles et vraiment rien à dire là-dessus. Je ne peux pas vous faire de top 3 parce que franchement, je les ai tous appréciés. J'ai peut-être eu une petite préférence pour Force Wing, mais c'est très 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 infime comme différence que je peux faire entre Force Wing et les 2 autres. J'ai beaucoup aimé vraiment ces 3 romans que je vous recommande absolument. Juste quand même pour votre information,
En termes de romance, parce que souvent vous me demandez s'il y a beaucoup de romance ou pas, parce que vous n'êtes pas forcément très fan de ça, donc je préfère vous en informer. Globalement, c'était assez décrescendo en termes de romance. C'est-à-dire que le roman dans lequel il y a le plus enfin dans lequel la romance est la plus exploitée, c'est dans Force Wing. Parce qu'il y a des scènes explicites, parce que la romance prend beaucoup de place. C'est moins le cas dans le deuxième tome de Heartless Hunter. Déjà, il n'y a pas de scène explicite, ou alors il y en a une, mais franchement, c'est très très peu décrit. Et il n'y en a pas du tout dans Une fenêtre sur les ténèbres. Et je trouve que dans Une fenêtre sur les ténèbres, l'intrigue prend plus de place que la romance. Donc si vous n'aimez pas trop le côté romance, moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de lire Une fenêtre sur les ténèbres. En revanche, attention, parce que ce que je suis en train de vous dire sur la romance, il y a un autre point à prendre en considération, c'est la noirceur de l'univers. Là, pour le coup, on va plutôt crescendo, c'est-à-dire que Force Wing est un petit peu moins noir, à mon sens, et un peu moins sombre que les deux autres. Rebel Witch et Une fenêtre sur les ténèbres, ce sont vraiment deux univers extrêmement sombres, extrêmement dark. Je pense que le pire, c'est Une fenêtre sur les ténèbres, parce qu'on est quand même en train de parler de malédiction et de maladies, d'enfants infectés qui sont quand même mis à mort. Donc on est sur des choses hyper dures quand même à lire. Mais si vous avez envie d'un univers qui est quand même pas trop sanglant, à la limite, je pense que Force Wing, il est peut-être un petit peu moins. Et encore que, voilà, faut être un peu accroché quand même. Voilà. Mais je voulais quand même vous faire un petit récap par rapport à la romance. Si vous ne voulez pas lire une romantaisie très très exploitée, laissez-vous peut-être tenter par Une fenêtre sur les ténèbres, parce que c'est le moment dans lequel vous aurez moins de formes de romance. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces 2 semaines de lecture 100% fantasy, 100% romantaisie. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. J'espère que vous aurez noté quelques lectures qui vous plairont. Surtout, si vous avez des recommandations et des suggestions de fantasy et de romantaisie dans le genre dont je vous ai parlé cette semaine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez vu que j'ai passé un excellent moment de lecture à chaque fois, sauf pour le familier, mais on va mettre ce roman de côté. Du coup, si vous avez des suggestions dans le même genre, n'hésitez pas, je suis carrément preneuse. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et que vous êtes trop timide pour discuter avec moi, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. On va dire que pour continuer dans cette thématique fantasy, vous pouvez mettre un emoji dragon ou un emoji sorcière ou boule de cristal, voilà, quelque chose dans ce genre-là. Et puis, moi je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!